Oh, c'est plutôt perturbant là, j'avoue, mais c'est les faire rechercher en même temps. Alors, la gestuelle un peu figée de Donald Trump, sa voix pas tout à fait conforme et surtout les propos complètement délirants ne laissent aucun doute, hein, c'est ce qu'on appelle un deepfake, un montage et un traitement d'image assez élaboré qui permet globalement de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Alors ici, ça a été fait dans le cadre d'une campagne de sensibilisation hein, assez provocatrice de la part de Solidarité SIDA, et qui avait pour but d'interpeller les chefs d'État qui se sont réunis à Lyon en octobre dernier pour la conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Alors maintenant qu'on a bien ri, enfin, si j'ose dire, ça c'est beaucoup moins drôle. C'est une carte qui, en quelque sorte, vous donne la prévalence de l'infection au VIH dans le monde. C'est exprimé en pourcentage de la population séropositive, et vous voyez tout de suite que ça se concentre principalement en Afrique subsaharienne. Pas seulement, mais quand même. Au niveau mortalité, on a une carte qui ressemble beaucoup à la précédente, hein, avec quasiment les trois quarts des décès qui concernent le continent africain. Et si on regarde maintenant le nombre de nouveaux cas enregistrés en une année, ici c'est en 2017, on remarque que la distribution est quand même un peu différente. Alors l'Afrique du Sud est quand même toujours un des pays les plus touchés, hein, mais on constate aussi que la Russie, les États-Unis, le Brésil sont des endroits où l'augmentation des cas est assez préoccupante. Alors pour info, voici des chiffres en France, où vous voyez que c'est plus de 6000 personnes qui ont découvert leur séropositivité en 2018 et qui s'ajoutent aux cas déjà existants. Et là-dedans, plus d'un quart sont diagnostiqués à un stade avancé de l'infection, ce qui complique bien sûr la prise en charge de la maladie. Ici, des chiffres à l'échelle mondiale pour que vous puissiez comparer. Entre crochets, ce sont les estimations basses et hautes qui sont indiquées. Et vous notez aussi qu'il y a un nombre significatif d'enfants de moins de 15 ans hein, qui sont contaminés, avec une mortalité assez élevée dans cette classe d'âge. Alors le sida est présent dans tous les pays, ce qui en fait une pandémie, un terme que vous connaissez tous par cœur aujourd'hui, et qui a été utilisé pour la première fois en 1666 par un médecin anglais, Gideon Harvey, qui formule ce concept pour l'opposer à celui d'endémique, que l'on a vu plutôt en cours hein, quand on parlait de biodiversité, et qui peut s'appliquer aussi aux maladies. On reviendra là-dessus plus tard. La définition qui est très simple mais qu'il faut connaître, une pandémie, c'est une épidémie présente sur une large zone géographique mondiale. L'Organisation mondiale de la santé insiste aussi sur l'aspect de maladies nouvelles, de maladies émergentes. Alors ça s'applique au Covid-19, auquel on fait face depuis quelques mois seulement, comme au sida, qui est vraiment devenu une pandémie à partir du début des années 1980. Très rapidement, je passe en revue les documents qui sont à votre disposition. Le premier vous montre l'évolution de trois paramètres sanguins chez des individus infectés par le VIH et qui n'ont reçu aucun traitement. Alors les trois paramètres sont en rouge le virus lui-même, en bleu les anticorps anti-VIH qui sont produits par des cellules du système immunitaire en réponse à l'infection, et en vert les lymphocytes qui sont d'autres cellules immunitaires et qui elles sont la cible directe du VIH. Alors on distingue trois phases. La primo-infection, c'est-à-dire les quelques semaines qui suivent l'entrée du virus dans l'organisme, sa quantité augmente rapidement, puis redescend tout aussi vite hein, suite au déclenchement de la réponse immunitaire. Vous voyez aussi que 3-4 semaines après l'infection, le taux d'anticorps anti-VIH est élevé. On dit alors que la personne est séropositive, ce qui est un marqueur de l'infection. Cette phase s'accompagne de symptômes assez mineurs, hein, assez banals, qui ressemblent à s'y méprendre à un syndrome grippal passager. La deuxième phase, qui peut être très longue hein, et dépasser 10 ans, même en absence de traitement, est une phase asymptomatique. On parle d'infection chronique, la personne n'a pas encore déclaré la maladie et n'a pas forcément conscience d'être infectée, mais elle est néanmoins contagieuse. Et si vous regardez bien, la population de lymphocytes diminue, lentement mais sûrement, pour atteindre un seuil critique, au-delà duquel la situation s'emballe. Alors on a une remontée de la charge virale qui s'accompagne d'une destruction massive des défenses immunitaires. C'est la phase de sida à proprement parler, au bout de laquelle le sujet va décéder, hein, généralement d'une infection dite opportuniste, qui en temps normal aurait été combattue sans problème. Alors le mode d'action n'est pas très détaillé ici, hein. Retenez que comme tous les virus, le VIH ne peut se propager qu'en infectant des cellules et en passant ensuite de l'une à l'autre. Les cellules ciblées ici sont une sous-population de lymphocytes T, qu'on appelle les lymphocytes T4 ou CD4+. Le VIH introduit son information génétique dans les cellules, donc il va utiliser certains composants pour produire de nouvelles particules et ainsi se multiplier.
Donc finalement, hein, le coronavirus, le SARS-CoV-2, qui appartient à une catégorie très différente, hein, eh bien, il utilise quand même une stratégie qui présente des points communs avec celle-ci, et je vous renvoie à la toute première vidéo de cette chaîne pour plus de détails. Les petits panneaux stop que vous voyez sur le schéma, ce sont les niveaux auxquels agissent les molécules antivirales qui sont concrètement utilisées en thérapie. Le troisième document évoque la notion de réservoir de VIH. Alors je vous ai dit en introduction que cette notion est importante, donc je vous laisserai regarder ces données en détail. Retenez que cette idée de réservoir, c'est l'une des raisons pour lesquelles on n'est toujours pas venu à bout de cette maladie. Un réservoir, c'est un organisme dans lequel le pathogène est hébergé et dans lequel il se développe de manière silencieuse, sans conséquences visibles. Et donc si l'organisme au réservoir se déplace, ça permet au pathogène d'en faire autant, et donc ça augmente les risques de propagation, puisque le pathogène, hein, d'une façon ou d'une autre, finit généralement par passer de son réservoir naturel à d'autres individus, lesquels peuvent appartenir à la même espèce ou à une espèce différente. Voilà pour l'essentiel des documents. En complément de ceci, je vous laisse à présent prendre connaissance de cette vidéo qui est très instructive. Alors, elle est produite par plusieurs organismes, au premier rang desquels on trouve l'INSERM, donc c'est plutôt du sérieux. L'INSERM, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Dernier conseil avant de vous jeter là-dessus, relisez bien la consigne du travail qui vous est demandé. N'hésitez pas à appuyer sur pause, à prendre des notes, ça dure quand même un peu plus d'un quart d'heure, donc c'est plutôt riche en informations. Je vous laisse travailler là-dessus et on se retrouve bientôt pour la correction de l'activité après ça.